Donc, la chirurgie de la presbytie, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus complexe que les autres chirurgies réfractives, à plusieurs titres. D'abord parce que, alors, il faut savoir qu'elle concerne tout le monde. Potentiellement, tout le monde un jour sera presbyte, ce qui n'est pas le cas des myopes ou des hypermétropes. Deuxièmement, c'est une chirurgie qui a fait énormément de progrès, là aussi, les 20 dernières années, sous la pression des patients qui sont très demandeurs de chirurgie de la presbytie. Il ne faut pas oublier que les presbytes, souvent, c'est des patients qui n'ont jamais porté de lunettes, qui arrivent à 45 ans, à un âge où ils se posent un peu des questions sur la vie, sur le vieillissement, etc. Et puis, boum, d'un seul coup, ils sont obligés de mettre des lunettes alors qu'ils n'en ont jamais mis. Ces patients-là, en général, le vivent très mal. Donc, ils sont très demandeurs d'une solution chirurgicale. Les médecins également sont confrontés aux patients, bien sûr, sont eux-mêmes intéressés de trouver des solutions. Et l'industrie, qui est aussi à son intérêt, a mis en œuvre beaucoup de moyens pour faire évoluer les choses. Donc, c'est vraiment quelque chose il y a une telle convergence d'intérêts entre les patients, les médecins et l'industrie que, de fait, cette chirurgie a énormément progressé ces 20 dernières années. Deuxièmement, on a vu que ça concerne tous les patients. Et troisièmement, c'est une chirurgie complexe. C'est une chirurgie complexe parce que l'objectif dans une chirurgie de la presbytie, il est double. Il est bien sûr de corriger la presbytie, mais il ne faut pas oublier que les patients presbytes, ils ont parfois aussi une amétropie sphéro-cylindrique, myopie, astigmatisme, il faut corriger ça aussi. Donc il va falloir non seulement corriger l'amétropie sphéro-cylindrique, mais également corriger la perte d'accommodation. Donc restaurer l'accommodation. Or ça, aujourd'hui, on ne sait pas encore faire. On ne sait pas restaurer l'accommodation sur un œil qu'il a perdu. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est introduire dans l'œil une certaine dose de multifocalité. Donc on peut introduire cette multifocalité dans l'œil à deux niveaux. D'abord au niveau de la cornée, et c'est principalement le presbylasque dont on va parler. J'ai marqué en grisé, mais ça vraiment en grisé parce qu'on ne le fait plus. Il y avait l'intracor à l'époque, c'était au laser femto. On faisait des petites incisions intrastromales qui faisaient bomber le centre de la cornée, mais ça on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça provoquait plus de tort que de bien. Et les inlays, bon, depuis 20 ans que je suis en ophtalmo, il y a des recherches, mais ça n'a jamais vraiment énormément performé. Cette multifocalité, on peut également l'introduire au niveau du plan cristallinien. Et ça, c'est les implants intraoculaires. Donc principalement les implants en remplacement du cristallin. Ça va être les implants multifocaux dont on va parler. Il y a également les implants FAC, les implants qu'on met sans enlever le cristallin. Ça, ce n'est pas trop d'actualité aujourd'hui, puisqu'on mettait à l'époque des implants de chambre antérieure clippés à l'iris ou bien à appui angulaire, qui étaient multifocaux, mais on a arrêté ces implants parce qu'on s'est rendu compte qu'ils donnaient énormément de complications, notamment des ovalisations pupillaires, des pertes endothéliales irréversibles, donc on a arrêté avec ces implants. Maintenant, ça fait plusieurs années que le laboratoire Star, qui fabrique l'implant ICL, nous promet, depuis des années, ils doivent sortir chaque saison le nouvel implant ICL multifocal. Bon, pour le moment, on l'attend toujours. Normalement, il est question qu'ils sortent l'année prochaine, mais voilà, peut-être l'année prochaine, ils auront encore l'année prochaine. Pour le moment, implant multifocal, aujourd'hui, ça veut dire synonyme de remplacement du cristallin. Chirurgie du cristallin clair ou alors dans le cas d'une cataracte. Donc, on va parler de ces deux options, presbylasque et voilà. Donc, finalement, vous voyez que la chirurgie de la presbytie, ça représente un ensemble de techniques et cette multiplicité des techniques témoigne justement qu'aucune n'est parfaite. C'est ça qui caractérise la presbytie. Ce qui caractérise la presbytie, c'est que c'est beaucoup une histoire de compromis. Il n'y a aucune solution qui est totalement 100% satisfaisante. Ça sera souvent une histoire de compromis. On gagnera en autonomie, mais on perdra un petit peu en qualité de vision. Donc on va voir ces techniques les unes après les autres, et puis après illustrer le propos avec quelques cas cliniques. Donc tout d'abord la monovision. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est la monovision. En chirurgie réfractive, en chirurgie de la presbytie, c'est surtout utilisé chez les patients qui sont myopes. Ça vaut le coup d'aller opérer des patients, de corriger leur myopie et de laisser sur l'œil non directeur une petite dose de monovision. La monovision, il faut faire très attention chez les patients hypermétropes. Ils supportent souvent mal la monovision, de l'ordre de 0,75, une dioptrie, mais rarement plus. On peut provoquer cette monovision avec n'importe quelle technique, les implants, le laser, etc. Alors, on va surtout rentrer dans le cadre du presbylasque. C'est quoi le presbylasque? C'est un LASIK, donc vous savez tout ce que c'est un LASIK, laser excimer, etc. Mais le propre du presbylasque, c'est de générer sur la cornée une certaine multifocalité. C'est-à-dire qu'on va artificiellement fabriquer, générer des aberrations optiques qui vont détériorer la vision, mais qui vont en même temps rendre la cornée multifocale. Donc, toute l'idée, ça va être d'aller provoquer le maximum d'aberrations pour provoquer un maximum de profondeur de champ
mais pas trop d'aberrations non plus pour que la vision ne soit pas trop détériorée. Et en pratique, on joue surtout sur les aberrations de type sphérique. Donc en pratique, ça correspond à la prolaticité de la cornée, qui peut être matérialisée par le facteur Q. Donc quand vous entendez le presbylasik avec le facteur Q, ça correspond à jouer sur la prolaticité de la cornée. Donc quand on fait un LASIK hypermétropique, le LASIK hypermétropique est naturellement hyperprolatisant. Ça veut dire quoi la prolaticité de la cornée? Ça veut dire que naturellement, la cornée normale, non remaniée, elle est prolate, c'est-à-dire qu'elle est plus courbe au centre et plus on va vers la périphérie, plus elle s'aplatit. En fait, quand on fait du presbylasik, on accentue ce phénomène. On augmente le gradient de courbure entre le centre et la périphérie. Donc sur un hypermétrope, c'est quelque chose qui survient naturellement quand on fait un LASIK hypermétropique et c'est quelque chose qu'on peut artificiellement programmer plus ou moins. Et donc quand on fait du presbylasik, on va effectivement permettre aux patients de voir à plusieurs distances sans lunettes et en fait on va faire jouer la conjonction de 4 facteurs. Premièrement, le traitement de l'hypermétropie. Bien sûr, corriger l'hypermétropie, ça va permettre de mieux voir de loin et de près, mais comme je viens de vous le dire, ça va augmenter la prolaticité de la cornée. Deuxièmement, on peut accentuer cette hyperprolaticité en faisant varier le facteur Q. Troisièmement, on pourra introduire entre les deux yeux une petite dose, j'ai bien dit une petite dose de monovision, ce qui va énormément potentialiser la profondeur de champ. Et enfin, l'accommodation résiduelle joue un rôle majeur, c'est-à-dire que c'est en rapport avec l'âge. Plus les patients sont jeunes, plus ils ont une réserve accommodative et plus ça va potentialiser tous ces effets et les rendre autonomes. Donc en pratique, ce presbylasik, personnellement, j'utilise le laser Wavelight Allegretto. Il y en a d'autres, bien sûr. C'est un laser qui est excellent, qui est rapide, qui a plein de qualités techniques, mais surtout qui est excellent pour traiter tout ce qui est hypermétropie. Contrairement à beaucoup de lasers, il n'y a pas de régression avec ce laser, parce que souvent, quand on traite les hypermétropes, on a souvent des régressions. Et bien là, il n'y a quasiment pas de régression et on peut facilement programmer le presbylasik là-dessus. Alors, comment programmer? On va voir ça à l'aide d'un exemple rapidement. Un patient qui a 50 ans, qui est hypermétrope des deux côtés, plus 2, c'est très important aussi en matière de chirurgie de la presbytie de bien déterminer quel est l'œil directeur. Donc ici, par exemple, c'est le droit. Alors, l'œil directeur, on va le traiter d'une manière standard, le plus 2, voilà, on va émétropiser le patient. Et l'œil non directeur, on va programmer un chiffre qui reflètera la somme de 3 facteurs. 3 facteurs. Le premier facteur, ça va être l'amétropie elle-même, donc le plus 2. Le deuxième facteur, ça va être la monovision. On va rajouter une petite addition pour accentuer l'effet. Donc cette petite addition, il faut savoir que chez l'hypermétrope, les hypermétropes tolèrent mal la monovision. Donc il faudra vraiment le tester en consultation, soit comme ça avec le réfracteur, soit éventuellement avec une lentille d'essai. Mais c'est important de tester préalablement. Et si le patient ne le supporte pas, il faudra vraiment privilégier le confort sur l'autonomie. Il vaut mieux avoir un patient confortable au niveau de sa vision, mais moins autonome que l'inverse. Donc on va rajouter cette addition. Alors ici par exemple plus 1. Ensuite, on va rajouter un facteur qui viendra compenser le shift hypermétropique. Je m'explique. Quand on va faire varier le facteur Q, il faudra modifier la programmation du laser. Le facteur Q, on peut le mesurer soit avec le laser, soit avec la topographie, le pentacam par exemple, soit plus directement avec le laser. Donc, quand on va programmer une variation du facteur Q, encore une fois, le facteur Q, c'est un facteur qui reflète la prolaticité de la cornée. Donc, on va rentrer une variation du facteur Q, c'est-à-dire un facteur Q préopératoire moins un facteur Q post-opératoire. Donc, on va faire varier le facteur Q. Si on le fait varier de 0, il n'y a pas d'unité pour le facteur Q, il n'y a pas de dioptrie de kératométrie. Si on le fait varier de 0,1 pour un delta Q égale à 0,1, il faut savoir que le laser va sous-corriger de 0,15 dioptrie. Donc pour chaque delta Q de 0,1, il faudra rajouter 0,15 dioptrie de programmation laser pour obtenir la réfraction qu'on veut. Autrement dit, pour avoir un delta Q égale 1 c'est 10 fois 0,1, il faudra rajouter 10 fois 0,15 dioptrie, donc 1,5 dioptrie. Donc ça, c'est le troisième facteur qu'on va rajouter. Et finalement, c'est la somme de ces 3 facteurs qu'on va rentrer dans le laser. Donc vous voyez ici, le patient il est hypermétrope de plus 2, il ne faut pas avoir peur de rentrer 4,50 avec un delta Q égale 1. Donc en pratique, le laser, donc ça c'est l'œil droit, on programme plus 2 standard. Et sur l'œil non directeur, on va utiliser le programme Custom Q. Voilà, bon, c'est quelque chose de technique pour le laser Wavelight. Et vous voyez que quand on fait varier le facteur Q, là il n'y a pas de variation du facteur Q. Et vous voyez le profil d'ablation. Et si on fait varier le facteur Q, vous voyez le profil change.
Et on peut même le faire varier jusqu'à 2. On peut même faire un delta Q égale 2. Je ne vous conseille pas de le faire parce que ça va être difficile à tolérer pour le patient. On va augmenter la profondeur de champ, mais on va générer trop d'aberrations. Delta Q égale 2, en pratique, c'est facile. On rentre un Q pré-op égale à 1 et un Q post-op égale à moins 1. Ça fait un delta Q égale à 2. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas dépasser 1,2. Donc ça, c'est une des méthodes pour calculer le delta Q. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voici un exemple clinique. Un patient de 59 ans. Voilà sa réfraction. Œil directeur plus 2, œil non directeur plus 1,25. Et voyez la topographie cornéenne, mon préopératoire. Et voilà l'aspect post-opératoire. Vous voyez que la topographie de l'œil droit sur l'œil directeur, elle est à peu près standard. Par contre, sur l'œil gauche, vous voyez que la zone optique est réduite et que la cornée est plus cambrée. Elle donne l'impression d'être plus cambrée. En réalité, elle est plus prolate. Et donc, le patient, en réalité, il a 10 dixièmes P2 sans correction. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. Maintenant, on va parler des implants multifocaux. Puis après, on va voir quelques cas cliniques. Les implants multifocaux, c'est quoi l'intérêt? C'est que l'intérêt, c'est qu'ils ont énormément progressé ces dernières années. Au début, dans les années 80, on les utilisait déjà, mais c'était une catastrophe sur le plan visuel. Il y avait trop d'aberrations, trop de halos nocturnes, donc on a vite laissé tomber. Et il y a eu un regain d'intérêt pour ces implants il y a une quinzaine d'années, et depuis, les implants ont énormément progressé. Donc en gros, les grandes étapes de la progression, c'est d'abord la qualité optique, meilleure autonomie, et surtout beaucoup moins d'effets photiques. Les effets photiques, c'est les effets secondaires nocturnes de halo, d'éblouissement qui étaient insupportables. Maintenant, ils existent toujours, mais ils sont le plus souvent très supportables pour les patients. La deuxième progression, ça a été les implants, l'astigmatisme était une contre-indication. Maintenant, l'astigmatisme n'est plus une contre-indication puisqu'on a les multifocaux toriques. Donc ça, c'était une grosse progression. Et la troisième progression, c'était la trifocalité. On a longtemps eu des implants bifocaux qui en réalité n'étaient pas du tout multifocaux, mais qui étaient bifocaux avec deux focales, une de loin, une intermédiaire. Et longtemps, ça a été un problème pour les patients en vision intermédiaire. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de patients sont sur ordinateur et c'était un problème pour l'ordinateur. Donc, il fallait soit se rapprocher de l'écran, soit s'éloigner de l'écran. Pareil pour les musiciens qui travaillent à une certaine distance, certains postes de travail. Le fait d'être privé d'autonomie en vision intermédiaire était un problème. L'apparition des implants trifocaux a considérablement changé la donne. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. Voilà, donc aujourd'hui, le must, c'est d'avoir des implants multifocaux qui soient toriques quand on a besoin, et trifocaux, c'est mieux que des bifocaux. Alors, pour réussir une implantation multifocale, il faut avoir plusieurs conditions. Déjà, il faut choisir les bons patients, les bons candidats. Deuxièmement, il faut prendre son temps et donner les bonnes explications aux patients. Sinon, on peut se retrouver avec le patient. Il ne faut pas qu'il se retrouve avec des surprises. Il faut vraiment que tout expliquer aux patients, ça prend du temps. Et troisièmement, il faut vraiment avoir la garantie quasi absolue qu'on aura une amétropie post-opératoire parfaite, une hémétropie. C'est ça qui m'a longtemps retenu. Il y a longtemps, je ne posais pas de multifocaux ou très peu parce que j'avais toujours peur que le patient finisse pas hémétrope et qu'il ne soit pas content. En réalité, depuis que j'ai compris il y a peut-être quelques années qu'on pouvait facilement retraiter ces patients au laser et bien sûr les prévenir avant, le laser en général, le laser excimer, une PKR ou un LASIK, on est quasi certain de les hémétropiser après. Si le patient est à moins 0,75 avec un multifocal, on lui fait un petit coup de laser excimer et on est sûr à 100% que le patient sera bien. Donc là, on a quasi une garantie que le patient peut être hémétrope. Et depuis que j'ai compris ça, je peux vous dire que je pose beaucoup plus d'implants multifocaux et globalement avec beaucoup de patients très contents. Alors, les bons patients. Déjà, il faut que ce soit des patients qui aient un potentiel visuel intact. Donc, on va éliminer les patients qui sont amblyopes. On va éliminer les patients qui n'ont pas une macula parfaite, notamment des patients qui ont un problème maculaire, une DMLA évidemment. Il faut faire attention aux patients qui sont myopes forts aussi. Pour moi, c'est une mauvaise indication, les myopes forts. Pas les petits myopes, mais les myopes forts de moins 10 par exemple. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un problème de prédictibilité réfractive. On a un calcul d'implant beaucoup moins précis à moins 10 que quand on a une proche de l'hémétropie. Et deuxièmement, on a souvent une macula imparfaite. Donc vous voyez, ce n'est pas des très bons candidats, les myopes très forts. Les cornées irrégulières, etc. Kératocone, c'est la dernière des indications. Voilà. Donc ensuite, vous avez dit l'âge, mais c'est souvent là où il faut mettre des implants, 70 ans. Oui, alors oui, voilà, bon, il ne faut pas mettre des implants trop tard non plus. Donc l'âge est important. On ne va pas mettre les implants à 30 ans, évidemment. Il faut avoir au moins 50 ans, 55 ans avant d'opérer de la cataracte quand même. On ne va pas non plus les mettre trop tard parce que 90 ans, il faut avoir une certaine plasticité cérébrale pour s'adapter, il faut avoir une bonne macula, il faut être capable de supporter ces implants. Donc le bon âge, je dirais, c'est à partir de 55 ans et peut-être pas au-delà de 70-75 ans, sauf cas particulier. D'ailleurs, les patients très âgés sont rarement demandeurs de multifocalité. Ensuite, il faut éliminer les patients qui sont trop exigeants.
il y a certains métiers, par exemple les conducteurs nocturnes, les pilotes d'avion, les tireurs d'élite. Et puis d'une manière générale, tous les patients qui sont trop perfectionnistes, qui ont des exigences trop élevées quant à leur qualité de vision, ce n'est pas des bons candidats. Ce n'est pas qu'ils seront chiants, ce n'est pas ça. C'est surtout qu'ils ne seront pas contents. Donc déjà pour eux, l'idée c'est quand même de se faire plaisir, d'être content. Donc s'ils ne sont pas contents, c'est raté. Puis deuxièmement, c'est vrai qu'après ils vont vous embêter, ils vont être procéduriers. Donc vous évaluez le degré d'exigence, mais il vaut mieux dissuader des patients trop exigeants. Ce n'est pas des bons candidats. Faites attention également aux patients qui travaillent en ambiance nocturne, donc les DJ, les conducteurs de nuit, etc. Tous ces patients risquent d'être quand même un petit peu gênés la nuit par des halos, des éblouissements. Alors ça, c'est une diapositive, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus d'actualité. Je disais avant, faites attention aux patients qui travaillent sur ordinateur, qui ont une vision intermédiaire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. Au contraire, avec les trifocaux, ils sont absolument ravis, ces patients. Voilà. Alors ensuite, les patients pas trop jeunes. Pourquoi pas trop jeunes? Parce que quand l'âge augmente, la perte d'accommodation augmente, le handicap augmente. Et plus un patient va être handicapé, plus un patient risque d'être content. Si vous opérez un patient qui est un jeune presbyte qui n'est pas trop handicapé, bon, vous avez un peu à l'améliorer, mais il ne va pas saisir tout ce que vous lui avez fait. En revanche, un patient qui ne voit plus rien de près, qui est vraiment très, très gêné, et pour ça il faut un peu d'âge, un peu de maturité dans la presbytie, ce patient il sera d'autant plus content. Deuxièmement, plus on vieillit, plus on s'approche d'un âge où raisonnablement on peut enlever le cristallin. Enfin, le DPV, le décollement postérieur du vitré, il ne faut quand même pas enlever le cristallin des patients qui n'ont pas encore fait leur DPV, et c'est souvent à vérifier avec une échographie. Et on a théoriquement moins de risque de PCO chez des patients un petit peu plus âgés. Alors ça, c'est important. Bonne prédictibilité réfractive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites attention aux patients chez qui on risque d'avoir un mauvais calcul d'implant, notamment des patients qui ont préalablement été opérés d'une chirurgie réfractive, kératotomie radiaire, mais surtout laser excimer. Plus on avance en âge, plus le temps passe, et plus on va retrouver des vieux patients opérés de LASIK il y a 15 ans qui veulent aujourd'hui une multifocalité. Ces patients, il faut faire attention. Ce n'est pas des contre-indications absolues, mais il faut être triplement vigilant et passer 3 fois plus de temps à leur expliquer que ça risque de ne pas aller. J'en ai vu encore aujourd'hui. Je peux vous dire que vraiment c'est important. Parce que sinon, pour 2 raisons. D'abord parce que la qualité de vision déjà ça dégrade la qualité de vision les multifocaux. Mais chez un patient qui a déjà une cornée remaniée, qui a déjà des aberrations optiques en rapport avec sa cornée, si vous rajoutez en plus d'autres aberrations à l'intérieur de l'œil avec les implants, ça ne fait pas très bon ménage. Donc ce patient risque d'être encore plus dégradé au niveau de sa qualité de vision. Il risque, même hémétrope, de vous dire écoutez, je ne vois vraiment plus rien, c'est merdique, je vois mal la nuit. Bon, vous voyez, donc c'est important. On n'aura pas une très bonne qualité de vision avec ces patients. Deuxièmement, la précision du calcul d'implant sera très amoindrie par le fait d'avoir opéré au LASIK avant. Donc toujours prévenir ces patients qu'il faudra probablement faire une retouche, voire même changer l'implant. Moi, ce que je dis aux patients, c'est en général, je dis, vous avez 5% de risque qu'on ne soit pas tout à fait parfait et qu'il faille faire une retouche au laser excimer. Chez des patients qui ont eu LASIK, je leur dis, vous n'avez pas 5%, vous avez 30% de chance qu'on soit obligé de vous relasériser pour améliorer le résultat. Donc faites attention à ces patients. Je ne dirais pas que c'est des contre-indications, mais ce n'est pas les meilleurs patients. Et alors si en plus vous sentez un patient qui a été opéré de LASIK, en plus il est ultra chiant, ultra exigeant, alors là, laisse tomber, carrément. Donc, en résumé, les bons patients pour les multifocaux, c'est des gens qui n'ont pas de problème aux yeux, en gros qui ont un potentiel visuel intact, qui sont motivés mais sans être trop perfectionnistes, qui n'ont pas trop d'activité nocturne, qui ne sont pas trop jeunes et qui sont surtout bien informés. Alors, les explications, elles vont tourner surtout autour des effets. Alors, bien sûr, on leur explique les avantages, ça, ils sont contents, ils vont vouloir le faire. Mais il faut surtout insister sur les inconvénients, notamment sur les effets secondaires nocturnes, bien leur préciser qu'ils auront parfois, presque toujours droit au laser YAG, presque toujours, puisque quand même des patients assez jeunes, il y a de fortes chances qu'ils fassent une capsule, qu'ils fassent leur faire un YAG, qu'ils ne soient pas étonnés. Et deuxièmement, que certains auront droit, en plus du laser YAG, à un autre laser, le laser excimer. Donc il faut bien leur expliquer tout ça, qu'après, il n'y ait pas de surprise, que les patients soient vraiment bien informés. Et également leur expliquer, parce que même avec les implants actuels, il faut quand même un bon éclairage. Vous voyez, par exemple, là dans la salle, j'ai un multifocal, j'essaie de lire mon truc, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est beaucoup à l'ère du portable, de la tablette. Là, il n'y a pas de problème, c'est très bien éclairé. Mais quand on veut lire le menu au resto le soir, éclairé juste aux bougies, on aura un peu de mal. Voilà. Alors, obtenir une hémétropie parfaite, ça, c'est des choses un peu techniques que vous connaissez tous. Faire un très bon calcul d'implant. Évidemment, ça nécessite une chirurgie parfaite. Ça ne souffre pas la moindre anomalie. Il faut faire un rectus pas trop large.
Le rexis qui file, ça devient une contre-indication parce que vous allez forcément avoir un implant décentré. C'est très mauvais sur le plan visuel d'avoir un multifocal décentré. Une rupture capsulaire, c'est très mauvais, etc. Des insertions zonulaires. Donc, si vous avez ça, vous changez d'implant, vous mettez un monofocal. Le problème, c'est quand vous avez fait le premier œil avec un multifocal et le deuxième œil, vous avez la rupture capsulaire. Alors là, vous êtes mal, mais bon, ça fait partie des risques du métier. L'astigmatisme, bon, c'est plus trop un problème. Si vous avez un très léger astigmatisme, c'est peut-être pas la peine de partir sur un implant torique. Vous jouez sur la taille de l'incision, sur la localisation de l'incision, éventuellement sur des petites arciformes, mais voilà, ce n'est pas un problème. Et même quand vous avez des forts astigmatismes, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un problème. Vous avez les multifocaux toriques qui marchent très bien. Et on se basera sur l'astigmatisme kératométrique, non pas réfractif, mais kératométrique. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, la possibilité d'avoir une retouche au laser, ça c'est un garde-fou énorme, il faut bien l'expliquer aux patients. Voici un exemple, un patient qui a 59 ans, qui était légèrement hypermétrope et qui a eu des multifocaux, qui était malheureusement insatisfait, et pour cause, puisqu'il avait moins 0,75 d'équivalence sphérique post-op. Des patients monofocaux comme ça, ils sont très contents. Les multifocaux, ils sont à moins 0,75, ils sont hyper mécontents. Ils ne voient rien, ils ne sont pas contents. Il faut absolument les retoucher. Donc, retouche au laser excimer, voilà, c'est tout simple. Ça marche, c'est vraiment pas difficile. Et après, ils sont tous contents. J'en ai pas un seul qui a eu une petite erreur réfractive qui, au final, n'était pas content. La retouche, là, vous exposez la retouche sur le résultat du réfracteur automatique. Oui, enfin non, sur la réfraction. Je fais une bonne réfraction, la réfraction, ouais. Sans réadapter, sans avoir une retouche particulière. On va prendre les questions à la fin, juste pour finir le topo, mais on va prendre les questions à la fin. Alors, donc, question, quelle est la cause d'une baisse de vision après implantation multifocale? Il y a 3 causes. D'abord, ça peut être une capsule, voilà, c'est fréquemment le cas. Deuxièmement, un œdème maculaire. Ça fait partie des… Je dirais même c'est peut-être la complication principale. Il y a l'erreur réfractive. L'erreur réfractive, ça se rattrape. Une opacification capsulaire, c'est absolument pas un problème. En revanche, l'œdème maculaire, c'est plus un problème. En général, ça régresse sous traitement adapté, Acular, etc., Diamox. Mais voilà, ça peut faire partie des problèmes, surtout chez des patients qui n'ont pas fait leur DPV. Donc, n'hésitez pas à vérifier que les patients ont bien décollé leur vitrerie. Quelques exemples. Donc, voici une patiente de 65 ans. Alors ça c'est intéressant, c'est une patiente qui a déjà été opérée de la cataracte d'un œil, l'œil gauche il y a quelques années. À droite elle n'a pas été opérée, elle est hémétrope des deux côtés, à droite elle va, à gauche là où elle a son implant, vous voyez, elle va très bien, elle est hémétrope des deux côtés, mais elle en a marre de porter des lunettes de près, elle veut une solution multifocale. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors c'est une question, n'hésitez pas à… Voilà, tout à fait. Donc à droite, elle n'a rien, donc un multifocal. Et du côté gauche, on peut mettre un implant dans le sulcus, un add-on, c'est un implant qu'on peut rajouter par-dessus un implant existant et qui permettra de rajouter de la multifocalité. Comment? Je n'ai pas entendu. Son œil directeur, ben, il n'est pas marqué là. Il n'est pas marqué. Oui. Ah non, le multifocal, c'est des deux côtés. Là, le multifocal, enfin, la dominance est surtout important pour le presbylasique, pour le LASIK. Pour les implants, c'est moins important. C'était peut-être important quand on faisait du mix and match. Il y avait une époque, maintenant moins avec les trifocaux, parce que les trifocaux, on voit bien de loin, intermédiaire et de près. En revanche, avant, quand on avait les bifocaux, on essayait de générer une autonomie en intermédiaire en mettant sur l'œil directeur de loin et intermédiaire et sur l'œil non directeur de loin et de près. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais aujourd'hui, bon, bien sûr, on le mesure, mais c'est pas, on met des deux côtés le même implant souvent. Voilà, donc là, ça va être un multifocal sur l'œil qui n'a pas été opéré et de l'autre côté, un implant dans le sulcus. Et le résultat est excellent. Voilà, patient voit 10 dixièmes. Alors, ça, c'est la vidéo de l'implant que j'ai mis. Ah, je sais pas si… Ben, normalement, ça devrait marcher. Bon, je sais pas. Bon. Bon, évidemment, la vidéo ne marche pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Ensuite, autre exemple. Une patiente qui a 55 ans, musicienne, et qui souhaite, alors qui est hémétrope plus ou moins, et qui veut se faire opérer, qui va avoir une autonomie, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, vous oubliez maintenant qu'on vient de parler de multifocaux, on repart à zéro, voilà. On ne s'est pas vu pendant 15 jours. Qu'est-ce que vous proposez à cette patiente? Elle veut
une chirurgie de la presbytie, elle est hémétrope et elle a 55 ans. À 55 ans, la chirurgie de la presbytie au laser, c'est un petit peu tardif, puisque le cristallin reste classifié. J'aurais tendance à proposer une chirurgie LX chez cette patiente. Tout à fait, oui. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles le LASIK n'est peut-être pas indiqué. D'abord parce qu'elle elle a 55 ans, elle commence à s'approcher de la soixantaine et bientôt il faudra lui faire sa cataracte. Donc c'est dommage d'aller faire du LASIK et puis après d'aller faire un cristallin avec un calcul d'implant qui sera amoindri par le fait qu'on aura laséralisé la cornée. Première raison. Et deuxième raison, c'est que c'est une patiente qui a vraiment besoin de bien voir de près. Il faut savoir que le presbyLASIK chez les hémétropes, alors il y en a qui disent qu'ils en font, mais globalement c'est vraiment principalement chez les hypermétropes. C'est difficile d'obtenir des bons résultats chez les hémétropes. Donc chez cette patiente, ça va être clairement un implant multifocal. Donc, alors, deux mots sur les Panoptix, puisque Eric a vanté les mérites du Panoptix en tant que personnel d'Alcon, c'est normal, il vend les produits d'Alcon, c'est normal. Moi, je ne suis pas du tout intéressé, j'ai aucun intérêt financier chez Alcon, si ce n'est qu'ils m'ont simplement proposé de participer à la soirée, ce qui est très gentil. Mais je peux quand même vous dire mon avis à moi en tant que chirurgien. Moi je trouve que c'est de très bons implants. Voilà, d'abord, ils sont trifocaux et ils existent en version torique quand on a besoin. Donc, ensuite, le matériau est tel qu'on n'a pas beaucoup d'opacification capsulaire. Pour moi, c'est vraiment d'excellent. Bon, ils ont toujours ce colorant jaune qui protège théoriquement la macula. C'est vraiment des implants qui donnent d'excellents résultats, et en termes de prédictibilité réfractive, et surtout en termes de qualité de vision. Ce n'est pas les seuls implants, il y en a d'autres, mais personnellement, c'est ceux que je mets. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre qu'ils sont excellents. Voilà, ils sont très très bons implants. Donc, et je ne dis pas ça parce que Eric est en train de me regarder fixement avec un regard limite méchant. Mais non, mais sincèrement, c'est vraiment des très bons implants. Vraiment, c'est ceux que je mets par défaut à mes patients. Je n'ai aucune obligation de les mettre, j'ai aucun intérêt chez Alcon. Et vraiment, c'est des très bons implants. Donc voilà, ils donnent toute satisfaction. Il n'y a absolument aucun problème avec ces implants. Ils sont faciles à mettre. Et puis Alcon a quand même un grand background en chirurgie de la cataracte. Ensuite, alors ça c'est pareil, la vidéo, je ne sais pas si elle va passer, mais je sais pas, elle ne passe pas. Bon, je suis désolé. Bon, en gros, c'était pas compliqué. C'était une vidéo. Je vais vous la faire a cappella. Donc, il y a l'incision, c'est une chirurgie de la cataracte, vous connaissez tous, je pense. Et à la fin, on met l'implant. C'est un implant qui a des petites marques. Il faut bien aligner l'implant avec le Callisto, le système qui permet de bien aligner les marques. Voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Un autre exemple. Un patient qui a 54 ans, qui est couturier, qui est qui est plus ou moins hémétrope, qui veut une multifocalité. Donc, pareil, des implants multifocaux. À 2 mois, il est nickel, des deux côtés, vous voyez, il est très content. Par contre, je le revois à 3 mois, et là, il est moins content parce que l'œil droit va bien, mais l'œil gauche, il voit plus bien. On fait un OCT et il a un décollement céréo-rétinien. Voilà, c'est une complication qu'il a, donc je l'ai envoyé chez le rétinologue, mais sachez qu'il peut y avoir des complications, ce n'est pas sans risque complètement. Un autre exemple, patiente de 60 ans, elle est myope, -5, -6, elle veut une multifocalité, elle n'a pas de cataracte. Qu'est-ce que vous lui proposez? Alors c'est marqué là-haut, mais qu'est-ce que vous lui proposez? Des lunettes. Non, mais elle veut se faire opérer, elle ne veut plus mettre de lunettes justement. Bah, en fait, voilà, on peut lui proposer un laser, un LASIK, et on sous-corrige l'œil non directeur. Donc vous voyez, alors là pour le coup c'est très important de voir de quel côté est l'œil directeur. Voilà, donc en monovision, elle est très contente, elle voit donc la monovision c'est une très bonne solution, c'est ce qu'il y a de mieux chez les myopes quand ils n'ont pas de cataracte. Voilà. Si elle avait un début de cataracte, on aurait pu mettre un multifocal sans problème. 47 ans, oui. Juste avant, les essais sont faits en lentille au cabinet ou avec le réfractomètre pour lui montrer la monovision? Tout à fait, ah oui c'est très important, oui. Parce que le cerveau, Oui. C'est très important de tester la monovision avant de la faire. Il ne faut pas la faire d'emblée, puis après on verra. Il faut vraiment la tester. Il y a des patients, vraiment, vous le sentez en consultation. Quand vous voyez qu'ils font la grimace, qu'ils ne sont pas contents, et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux dès que vous leur mettez la pleine réfraction, ce n'est pas la peine de leur faire de la monovision. Alors, ce patient, 47 ans, hypermétrope de +2, il ne supporte pas la monovision. Il veut se faire opérer, il vient vous voir pour une chirurgie réfractive. Il ne veut plus mettre de lunettes, ni de loin, ni de près, etc. Qu'est-ce que vous lui proposez? Comment? Le Panoptix? Non. Le patient il est quand même un peu jeune là pour enlever le cristallin, 47 ans, il ne faut peut-être pas exagérer. Il n'a pas fait son DPV probablement, il est trop jeune, on ne va pas enlever le cristallin à 47 ans.
à moins qu'il y ait une vraie cataracte, mais sinon on ne va pas le faire. Donc là, on va lui faire un LASIK. Voilà, il a une bonne topographie, il n'y a pas de contre-indication. On lui fait un LASIK et le patient se retrouve. Alors, l'œil directeur, qui est le gauche, on va le traiter normalement. Et l'œil non directeur, vous voyez la différence entre les deux topographies, c'est que la topographie de gauche, qui correspond à l'œil non directeur, elle est plus prolate. Donc c'est ça qui génère une autonomie de près. Et par contre, on ne va pas mettre d'addition puisque le patient ne la supporte pas, mais malgré tout, le patient a 10 dixièmes P2. Mais il faut dire qu'il est jeune aussi. Voilà, donc en conclusion, comment trancher? Vous avez compris que les deux techniques principales pour la chirurgie de la presbytie, c'est le laser, le presbylasique, chirurgie cornéenne ou les implants multifocaux. Comment trancher entre les deux? Eh bien, l'âge, tout d'abord. Quand on a un patient qui est plutôt jeune, ça sera plutôt le laser. Quand on a un patient qui est plutôt plus âgé, ça sera plutôt la cataracte, le prélex. Les attentes du patient. Quand le patient a besoin surtout d'avoir une très bonne vision de loin et il peut accepter le fait de ne pas forcément avoir une vision parfaite en vision de près, ben, le laser est une bonne option parce que ça donnera une vision de loin et une vision intermédiaire. Par contre, il faut bien expliquer au patient qu'au fur et à mesure qu'il avancera en âge, de loin ça restera toujours parfait, mais de près, au fur et à mesure que ça avancera, il perdra en autonomie. En revanche, quand le patient a vraiment un besoin inéluctable de voir de près sans lunettes et d'une manière durable, etc., c'est ça ou rien, dans ce cas, c'est plutôt l'implant multifocal. Et enfin, la réfraction, si le patient est plutôt hypermétrope, ça sera plutôt presbylasique. Et en revanche, si c'est n'importe quelle autre réfraction, hypermétrope et métrope comme myope, sauf les myopes forts, ou alors les hypermétropes très forts aussi, ben on mettra les multifocaux. Voilà. Et on en a fini avec les multifocaux.